à Tout le monde en parle. On avait demandé à Laurie et Pascal s'ils voulaient rester à l'émission jusqu'à la fin ou s'en aller. Et Lauriane a tranché. Elle veut rester ici. Lauriane, c'est ton anniversaire. C'est toi qui décides. Oui, c'est ça. Elle veut donner des ailes à l'économie du Québec. Voici la ministre Dominique Anglade. L'argent qui brûle, l'argent majuscule, l'argent crépuscule du temps. L'argent, chiffre l'attend de l'argent. Madame la ministre, bienvenue à Tout le monde en parle. Merci. Vous êtes ministre québécoise de l'économie, de la science et de l'innovation ainsi que ministre responsable de la stratégie numérique. Delta Airlines a placé cette semaine une commande de 75 appareils C-Série auprès de Bombardier, ce qui a fait dire à des milliers de petits investisseurs « Asti, j'aurais dû en acheter quand ça coûtait 80 cents ». La commande d'une valeur de 5,6 milliards de dollars US comprend aussi une option pour 50 autres appareils. Le gouvernement du Québec a investi 1,3 milliard dans la C-Série. Avez-vous lâché un grand ouf quand ça s'est signé? Bien, écoutez, on était très, très contents de la nouvelle. Quand vous dites que le gouvernement a mis 1,3 milliard, en fait, on a 1,3 milliard investi dans Bombardier. On possède, nous tous, collectivement, autour de la table, 49 de l'avion qui a été designé ici, qui a été fabriqué ici, qu'on assemble ici. Donc, c'est quand même une fierté pour nous tous. Fait que c'est une bonne nouvelle pour Bombardier, mais c'est une bonne nouvelle pour nous tous. Qu'est-ce qu'on va faire avec tout cet argent-là qui va rentrer? Ah! Bien, écoutez, la position de Bombardier, présentement, on est content, mais il faut comprendre que c'est le début. Il faut que ça se poursuive parce qu'il y a encore beaucoup de défis en avant de nous. Puis c'est aussi pour ça qu'on aimerait avoir le gouvernement fédéral à la table avec nous. Oui, qui n'a pas donné une scène encore. Bien, le gouvernement fédéral n'a pas encore donné d'argent, puis on aimerait beaucoup qu'il soit là. De la même manière qu'on a supporté l'industrie de l'automobile en Ontario, bien, il faudrait aussi qu'ici, l'industrie de l'aérospatiale pour le Québec, c'est l'industrie automobile pour l'Ontario. Il faudrait qu'on voit les mêmes gestes de la part du fédéral ici au Québec pour une industrie aussi importante. Ce partenariat, est-ce que ça assure la prospérité du secteur aérospatial au Québec pour plusieurs années ou on a encore des problèmes? Bien, c'est le plus gros contrat qu'on ait jamais vu en aéronautique au Canada. C'est quand même significatif comme geste. Puis le message qu'on envoie, c'est que comme gouvernement, on va être là. On parle beaucoup de fleurons au Québec. Oui. On parle beaucoup de fleurons. Bien, ça, c'en est un qu'on n'a pas lâché, qu'on suit. Puis on veut s'assurer qu'ils réussissent parce que c'est 40 000 emplois au Québec. Puis c'est pas juste 40 000 emplois, c'est le premier secteur des exportations au Québec. Le premier, là, c'est l'aérospatial. C'est pour ça que c'est aussi important. On a parlé avion, parlons poulet. Après la vente du groupe Saint-Hubert à la compagnie ontarienne Cara, vous avez dit que le gouvernement avait tenté de retenir l'entreprise au Québec. Qu'est-ce que le gouvernement a fait et pourquoi ça n'a pas marché? Investissement Québec, qui est le bras financier du gouvernement, a eu des échanges avec le président de la compagnie pour voir de quelle manière on pourrait assurer le maintien de la compagnie au Québec. Puis en même temps, la Caisse de dépôt, qui l'a dit aussi, qui est indépendante, également, qui a offert quelque chose. C'est ça, qui a offert quelque chose. Maintenant, moi, je ne peux pas forcer M. Léger, qui est président puis l'actionnaire principal de l'entreprise, à prendre une décision puis à dire « je veux rester au Québec ». À un moment donné, c'est à lui de prendre sa décision puis il a décidé de le faire autrement. Je pense que la responsabilité du gouvernement, c'est d'être là lorsqu'on a des offres d'achat hostiles, qui n'arrivent pas très souvent en passant. C'est 2 des offres d'achat qui sont hostiles. Quand ça arrive, c'est là qu'il faut qu'on soit présent, c'est là qu'il faut qu'on réponde à l'appel puis qu'on dise, bien là, on va aider l'entreprise à voir de quelle manière on peut l'accompagner. C'est des symboles, ces compagnies-là qui sont parties. C'est Saint-Hubert, Rona... Saint-Hubert, moi, quand je suis née, que ça existe Saint-Hubert puis que tout le monde connaît Saint-Hubert, mes enfants connaissent Saint-Hubert. Alors, c'est sûr que c'est un attachement, mais... C'est ça aussi qui est difficile, cet attachement-là, c'est émotif. Hein? C'est pas juste Saint-Hubert, c'est tout l'attachement qui vient, toutes les mémoires que l'on a par rapport à ce qu'on a vécu dans ces endroits-là, c'est ça. Surtout quand il y a un président comme Jean-Pierre Léger, puis je prêche pas pour ma paroisse là, parce que je suis végétarienne, donc, mais qui s'implique dans la société. C'est sûr que les décisions se prennent là où il y a les sièges sociaux. Donc, quand on perd un siège social et aussi d'avoir un leader comme Jean-Pierre Léger très, très impliqué dans la société québécoise, c'est aussi une perte. Absolument. C'est pour ça que je pense qu'à terme, ce qu'il faut faire, c'est qu'on ait des leaders aussi qui émergent, hein, puis qu'il y ait d'autres options. Il y a beaucoup d'entreprises qui vont prendre, de chefs d'entreprise qui vont prendre leur retraite. Bien, il faut qu'on ait des nouveaux leaders qui soient capables de devenir les prochains Saint-Hubert. Est-ce qu'on va faire confiance à la nouvelle génération ou on va continuer à faire confiance à des gens que ça fait longtemps qu'ils sont là? Là, ils prennent leur retraite. Est-ce que vous pensez qu'on a cette mentalité de faire confiance à tous ceux qui s'en viennent? Ah, c'est une très bonne question. Hein? Non, c'est une très bonne question.
Non, mais c'est vrai, parce que ce qu'on constate souvent, c'est que parfois, les leaders, les leaders qui ont 60 ans, 65 ans, ils vont se dire, ben, oh, mais j'ai encore du temps devant moi là, pour prendre ma décision. Mais la réalité, c'est que 65 ans, 70 ans, à un moment donné, il faut que tu cèdes les rênes. Alors, il y a aussi une discussion collective qu'on a besoin d'avoir par rapport à ça, parce qu'on a beaucoup qui ont cet âge-là présentement. Puis il faut qu'on prenne des décisions. M. dans les Couillard, il y a prochaines quel années. âge, là? 58, peut-être? Encore jeune. Non, il est encore jeune. Il est encore jeune. Ça t'a fait rater ton gag. J'aurais aimé qu'il ait 63. Suite à la vente de Rona, un dénommé Pierre-Carl Pelado a dit ceci. Quand le gouvernement Couillard dit que la vente de Rona est une bonne nouvelle, les investisseurs l'entendent et cherchent la prochaine cible. Il dit aussi que c'était comme s'il y avait une pancarte à vendre sur le Québec. Est-ce qu'on assiste au déclin économique du Québec qui vend ses fleurons importants un à un? Ben non, parce que, regardez, avec Bombardier, c'est justement ce qu'on n'a pas fait. On a décidé d'investir avec un fleuron qui est vraiment important. Puis il faut rappeler que Rona, quand le gouvernement avait décidé d'agir contre l'offre qui avait été faite en 2012 par rapport à Rona, c'est parce que l'offre d'achat était hostile. Or, la réalité, c'est que vous avez vu les chiffres, 99,9 de l'actionnariat a décidé d'aller en direction de la vente. Fait que ce qui est important pour nous, c'est de garantir que le siège social va être ici, que les emplois vont être maintenus, puis que les petits détaillants Ben vont... oui, mais ça, vont ils être disent ça au début, puis Ben, au bout de quelques années, Ben ils oui, s'en mais vont. Là. la On les réalité, connaît, c'est ces que trucs-là. on connaît ces trucs-là. Parfois, ça marche pas. Vous avez raison. Il y a des fois que ça marche et des fois, ça marche pas. On ne peut pas se réjouir de vendre à des intérêts étrangers, c'est sûr. OK. Le président de Couche-Tard, Alain Bouchard, s'inquiète lui aussi de devoir Ouais. vendre éventuellement son entreprise à des intérêts hors Québec pour une raison très simple, c'est que l'échéance des actions à vote multiple des fondateurs de l'entreprise fait en sorte qu'ils pourraient en perdre le contrôle, genre dans 5 ans. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour les retenir, Ben, ces entreprises-là, au Québec? Là, honnêtement, on rentre dans la phase dans laquelle on sait, tout à l'heure, quand je disais qu'il y avait des gens qui vont prendre leur retraite, on rentre dans cette phase-là présentement. Puis honnêtement, ce sont d'excellentes questions, puis elles sont complexes, puis il faut qu'on les analyse plus en profondeur. Alors, j'ai eu des discussions avec mon collègue Carlos Létard là-dessus pour voir de quelle manière, c'est dans 5 ans, hein, c'est pas demain matin, mais il faut quand même avoir un plan de match par rapport à ça et qu'on se trouve des leviers pour essayer d'avoir de la relève, de faciliter le transfert familial. Il va falloir qu'on regarde les alternatives. Le président de Simons, Peter Simons, s'inquiète de la concurrence des géants du commerce en ligne. Il fait valoir que ces compagnies ne payent pas toujours des taxes et des impôts au Canada. Le gouvernement du Québec évalue ses pertes fiscales à quelques centaines de millions de dollars. Comment le Québec compte récupérer ces revenus-là et surtout quand? Il faut qu'on trouve le moyen équitable, mais en s'adaptant aussi à un nouveau contexte, qui est le contexte du commerce électronique. Puis c'est pour ça que dans toute la stratégie du numérique, il va falloir qu'on se pose des questions, savoir comment est-ce qu'on est capable de faire en sorte que les Google, les... C'est à toutes les tous les niveaux, Netflix et tout. Ben oui, tout ça rentre. Ben oui, tout ça rentre. Internet Ouais. est tellement important pour le développement économique et je pense que c'est important de mettre justement toutes les chances de notre bord pour Ben pouvoir oui. bien le développer parce que les gens veulent plus se déplacer dans les boutiques. Les gens veulent rester à la maison puis faire ça. Faut trouver une façon de rentabiliser ça. Ben, vous avez raison. Puis 50 des Québécois ont déjà fait des achats en ligne. Mais on a moins de 20 de nos entreprises au Québec qui ont un site Internet, pas même transactionnel, un site Internet. Alors, on est loin. Il faut qu'on trouve les moyens pour... Puis on investit cette année des sommes pour vraiment encourager les entreprises à développer leur site puis à être en ligne. Mais il va falloir qu'on fasse un coup d'accélérateur là-dedans, Il c'est faut. certain. C'est certain. Oui, mais si on est capable de bloquer des sites dans certains pays, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas dire on bloque Amazon jusqu'à temps qu'on ait une entente avec eux? Bonne question, hein? Bonne question, mais je... Non, mais je donne des sais trucs, pas. là, parce que c'est Merci, toujours... tu sais, je prends toutes les idées, là. Non, mais c'est toujours la classe moyenne puis les pauvres qui se font taxer davantage, alors que c'est des centaines de millions de dollars que vous devriez avoir dans vos coffres pour faire rouler notre économie. C'est pour ça qu'il faut qu'on s'attelle à ce problème-là, puis je le reconnais d'emblée. Puis dans toute la question de la stratégie numérique qu'on a besoin de mettre de l'avant, il faut qu'on regarde cet enjeu-là. Monsieur Simon, dès qu'il a parlé, mon bureau l'a contacté parce que je veux m'asseoir avec lui, qu'il me parle des solutions qu'il envisagerait. Il doit y avoir Comment des est-ce qu'on peut rabais regarder chez ça? Simon, c'est sûr que c'est ça. Ouais, Juste pour ça. Le gouvernement serait divisé sur le cas d'Uber. Il y en a qui veulent que les taxis conventionnels et Uber fonctionnent dans des systèmes parallèles. Et il y a le ministre des Transports, Jacques Daoust, qui préconise un régime unique qui aurait fini par sortir Uber du Québec. On jase, là. Vous voyez ça comment? Bien, écoutez, je peux même pas vous dire que j'ai vu quelques projets de loi que ce soit encore. Ils sont en train de travailler là-dessus. Mais ce qui est clair, c'est qu'on est bombardé. Tout à l'heure, on parlait de Netflix, on parle du commerce électronique, on parle d'Uber.
On parle de Airbnb aussi. Oui, Hein. Alors, ben oui. on parle de tout. Puis il y a des choses qu'on a faites au gouvernement, notamment avec le Airbnb. Donc, il faut qu'on soit capable de s'adapter à cette nouvelle réalité-là, puis que le gouvernement réfléchisse de manière large. Puis là, c'est un beau défi qu'on a avec UBAP. Puis la solution, elle n'est pas facile. Elle est pas facile, puis elle n'est pas évidente. Puis il va falloir qu'on arrive à trouver... Il faut s'inspirer de ce qui se fait ailleurs dans le monde parce que ça Absolument. existe partout. Ouais, ouais. Partout. Ben, Partout. je suis bien d'accord. On s'inspire, là. Vous avez fait le saut en politique en 2012 suite à l'invitation de François Legault. Vous avez d'ailleurs été présidente de la Coalition Avenir Québec de janvier 2012 à septembre 2013. Depuis votre départ de la CAQ, comment ça se passe, vos relations avec François Legault? Elles sont... on se dit bonjour. On se C'est dit tout. bonjour, c'est tout. Pourquoi vous l'avez trahi? Il se sent comme ça? Je n'ai pas le sentiment d'avoir trahi dans la mesure où j'ai dit ce que j'avais à dire. Quand j'ai quitté la coalition Avenir Québec, c'était pas pour partir pour un autre parti politique, c'était pour aller chez Montréal International. Et j'ai toujours eu un malaise avec la manière d'aborder les questions sur l'immigration. Je suis fille d'immigrants moi-même. Hein? Puis d'ailleurs, je ne peux pas passer sous l'air, ça me fait penser. Vous avez beaucoup touché parce que la première fois que je suis venue à cette émission-là, c'était pour parler d'Haïti, justement, puis du tremblement de terre qu'il y avait eu en Haïti. Puis, en tout cas, j'ai trouvé que vous avez beaucoup de courage d'être ici ce soir. En tout cas, ça me fait penser, évidemment, à ce que j'ai vécu. Je suis fille d'immigrants et je peux pas... Pour moi, ce processus d'immigration-là, c'est complexe. C'est complexe d'arriver ici. Puis les gens qui arrivent ici, bien, ils sont souvent déchirés. Ils sont contents parfois de venir ici. Parfois, ils sont des réfugiés. Parfois, ils sont contents dans un autre pays. Mais il reste que la déchirure, elle est très profonde quand même. Puis je pense qu'il faut comprendre cette transition-là pour tout le monde. On est un pays d'accueil. On accueille nos immigrants. Puis ils ont un effort aussi d'intégration à faire, mais il y a une manière d'aborder la question, il y a une manière de faire les choses. Puis on peut pas dire que, tu sais, les immigrants arrivent chez nous, puis là, c'est négatif. Il y a un aspect positif, puis il faut le présenter de cette manière-là. Puis je vais vous dire très franchement, quand je suis arrivée le premier jour là, au caucus libéral, puis je me suis assise dans le caucus, puis on abordait un sujet, puis il y avait 8 personnes qui ont pris la parole. Puis dans les 8 personnes qui ont pris la parole, il y en a 5, je pensais exactement comme ces personnes-là, puis je me suis vraiment sentie à ma place. Pourquoi pas être passé au Parti libéral tout de suite? Bien, j'étais au Parti libéral fédéral avant. OK. Puis quand l'idée de la coalition est arrivée, bien, j'ai trouvé intéressante. C'était nouveau. On dit plus de barrières sur la question nationale. On met les gens du Parti québécois, les gens du Parti libéral, les gens de la DQ ensemble. On fait un nouveau parti. C'est vraiment innovant. Puis après l'élection de 2012, c'était le début de la charte, c'était le début des discussions qui étaient pas mal plus difficiles, notamment pour moi. Et là, je me suis pas reconnue là-dedans. Puis j'ai dit, bien, plutôt que de pas me reconnaître dans quelque chose, je vais aller faire autre chose. Puis je suis partie chez Montréal International. Et la raison pour laquelle Mme la ministre était très touchée, c'est que durant le séisme en Haïti, elle a perdu ses 2 parents. Oui. J'ai perdu mon père, ma mère, mon cousin puis mon oncle. Puis la première fois que je suis venue ici, c'était pour le premier anniversaire. Et c'est... tu sais, on m'a dit souvent, là, quand je suis présentée en politique, peut-être tu pourrais attendre, tu pourrais... Tu sais, la vie vaut l'appel d'être vécue. Hein. On ne sait pas ce qui nous attend le lendemain. Et c'est toujours des moments qui sont extrêmement difficiles. Puis chaque fois que je vois un moment comme le séisme en Équateur, comme une tragédie qui se passe, c'est sûr, ça te fait revivre ces moments-là de manière intense. Et, Est-ce que vous les avez retrouvés, vos parents? bien, j'ai été seulement au mois de mai, c'est compliqué. C'était des Canadiens qui étaient décédés là-bas. La GRC a dû être impliquée. C'était compliqué comme processus. Mais j'ai retourné là-bas, on a fait les funérailles, on les a enterrés. J'ai enterré ma mère le jour de la fête des mères. C'est vraiment... Je me souviens que c'était un 9 mai 2010. Puis je me souviens, mes enfants étaient restés à Montréal. Puis j'ai dit, mes enfants ne sont pas là. Puis j'enterre ma mère le jour de la fête des mères. C'est un peu intense. Mais vous savez quoi? Je pense que notre responsabilité, c'est de les faire vivre aussi à travers nos rêves. Puis quand je vous entends dire que vous voulez retourner, mais moi, je trouve ça beau parce que vous allez les faire vivre à travers vous. Puis tous les jours, mes parents sont là. Tous les jours, ils m'accompagnent. Puis c'est ça qui est important. La vie continue, puis il faut avancer. Mais c'est pas facile. Mais c'est tout récent, là. Et Dominique, il y a à peine 3 semaines, votre oncle, Robert Anglade, a été retrouvé assassiné Ouais. par balle chez lui, Ouais. à Haïti. Oui. Savez-vous pourquoi? Non, mon oncle Robert, le frère de mon père, a été assassiné, puis on ne sait pas pourquoi. C'est 2 fils, mais desquels on est très proches. On est une famille très tissée serrée, mais ils n'habitent pas en Haïti. Ils ont été là-bas pour essayer de trouver des informations, mais c'est complexe. Hein. C'est même pas à Port-au-Prince, c'est très loin de Port-au-Prince. Puis ils vivent pas dans le pays, alors les chances qu'on trouve vraiment les assassins ne sont pas très grandes. Alors c'est une autre tuile, mais
il faut se ramasser, se ressaisir, puis se dire que dans tout notre malheur, on a une chance quand même, on est vivant, puis on a la chance d'avoir de l'impact sur d'autres personnes. Alors, c'est ça qui fait qu'on continue d'avancer aussi. Merci. Merci à vous. Merci infiniment. Après la pause, Xavier